Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur BL TV. Entretien d'Afrique reçoit aujourd'hui Maître Renaud Agbodjo, conseiller de Mme Rekiat Madougou, l'opposante aujourd'hui incarcérée du côté de Misreti. J'aurai le plaisir d'animer cette émission avec un confrère du groupe de presse Le Bénin Libéré, un confrère que vous connaissez bien, Aboubakar Takou. Bonjour. Bonjour, confrère. En face de nous, Maître va essayer de nous répondre par rapport à la situation de l'opposante Rekiat Madougou. Maître, cela fait aujourd'hui 2 ans que l'opposante Rekiat Madougou est en prison. Quelles ont été les circonstances dans lesquelles elle a été arrêtée et quelles sont les raisons qui sous-tendent cette arrestation? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Aboubakar Takou. Merci, Maître. Et effectivement, le 3 mars 2023 marque les 2 ans, jour pour jour, de l'arrestation, je dirais, arbitraire de Madame la ministre Rekiat Madougou, à l'époque candidate du parti politique Les Démocrates pour la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril 2023. Alors, pour faire court, d'abord, quand vous vous en tenez uniquement au fait, le moment, le lieu de l'arrestation, il n'y a pas à hésiter pour dire que c'est en rapport avec un exercice de ses droits civils et politiques. Parce que c'est au sortir d'un meeting politique co-organisé avec d'autres forces de l'opposition qui étaient compétitrices aussi pour l'élection présidentielle qu'elle a été arrêtée. Donc, il est fort probable, il est évident qu'il y a un lien entre son arrestation et l'activité politique, notamment sa candidature à l'élection présidentielle de 2021. C'est ce que nous avons toujours dit d'ailleurs. Alors, je retiens en tant que d'abord béninois, que ça a été un jour très triste pour notre démocratie d'abord, et aussi un jour assez triste pour notre justice. Parce que dans le développement, je reviendrai là-dessus, c'est sur la base d'un mandat d'amener qui n'a pas été précédé de la moindre convocation qu'elle a été arrêtée par une horde de policiers, d'autres cagoulés, lourdement armés, comme si on avait affaire à un repris à un criminel recherché. Donc ça renvoyait une mauvaise image de notre État au plan judiciaire ainsi qu'au plan politique, compte tenu du contexte politique dans lequel nous nous trouvions à cette époque-là. Voilà. Bon, maître, votre cliente, à l'issue du procès, a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Vous n'avez pas intéressé appel. Pourquoi? D'abord, il faut dire que Mme Madougou est une femme politique, je le redis. Elle a été à l'initiative de beaucoup d'actions citoyennes. Elle a une carrière et une expérience politique qui font d'elle, je dirais, en matière de leadership au niveau de la société civile, une référence. Et Mme Madougou a toujours respecté les institutions de la République. Elle-même, en sa qualité d'ancienne garde des Sceaux, il est étonnant que, venant d'elle, elle décide de ne pas interjeter appel et n'étant pas satisfaite d'une décision de justice qui la condamne. Donc, le fait de ne pas interjeter appel, c'est déjà un acte grave. Quand je dis un acte grave, c'est une décision grave parce qu'elle a des conséquences. La conséquence, c'est que la condamnation devient définitive et elle n'est plus susceptible d'un recours pour obtenir l'infirmation en droit interne. Donc, alors, c'est plutôt la motivation qu'il faut rechercher. Le mandat d'amener sur la base duquel elle a été arrêtée est un mandat d'amener qui disait que la situation était caractérisée par un flagrant délit, ce qui n'était pas exact. Ensuite, elle n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence. Il est curieux, alors qu'elle réunissait toutes les conditions de représentation, de garantie de représentation, alors qu'elle a un domicile connu au Bénin, alors qu'elle a été ministre de la République pendant 7 ans, alors qu'elle a des enfants au Bénin, tout le monde connaît la famille de Mme Rekiat Madougou, alors qu'elle était en plein exercice d'une campagne, elle était en plein exercice d'un droit civil politique, notamment en tant que candidat du parti Les Démocrates. Elle a été, en dépit de tout, arrêtée. Elle a été placée en détention sans même la possibilité d'être mise sous contrôle judiciaire.
elle a été jugée en moins de 24 heures, condamnée lourdement à 20 ans de prison, là même où le prétendu témoin ou le prétendu témoin à charge la mettait hors de cause. Vous voyez? Donc, à partir du moment où elle a été condamnée sans preuve, à partir du moment où les juges n'ont pas pris en compte les moyens pertinents et les preuves produites même à la barre par la défense, je pense que Mme Madougou, de toute évidence, a perdu la confiance à la justice béninoise. Et c'est ce qui a motivé son refus d'exercer, d'interjeter un appel. Elle nous l'a dit, elle nous l'a demandé de ne pas le faire. Mais j'avoue que ça n'a pas été facile pour elle d'en arriver à cette décision-là. Elle a estimé que l'appel devant être connu par les mêmes juges de la criette et que la criette n'étant pas indépendante, il était illusoire pour elle d'exercer quelque appel que ce soit et de se concentrer sur les procédures à l'international. À l'international, comme vous le dites, il y a des procédures. Est-ce que vous, ces avocats, avez tenté d'autres actions? Si c'est le cas, aider au moins nos compatriotes à comprendre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette procédure qui s'offre à vous. D'accord, je vous remercie. Vous savez, la mission de l'avocat est d'abord une mission de conseil, d'assistance et de défense. Et l'avocat propose des solutions, l'avocat agit dans l'intérêt de la reconnaissance de son client. Et c'est dans cette optique-là que, en concertation avec les confrères co-constitués dans le dossier, nous avons opté pour la saisine du groupe de travail des experts indépendants des Nations Unies. Alors, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que le groupe de travail des experts indépendants des Nations Unies. Le groupe de travail des experts indépendants des Nations Unies est une création du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est lui-même une institution spécialisée des Nations Unies. De sorte que ces experts-là, que nous ne connaissons pas, moi je n'ai jamais rencontré un expert du groupe de travail des Nations Unies, je ne connais même pas le nom, je ne connais même pas ceux qui ont statué sur l'avis, parce que justement le mécanisme de fonctionnement du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire tient compte de la transparence et de la crédibilité de la décision, de sorte que nous avons échangé uniquement par voie de mail. Donc, nous n'avons pas rencontré physiquement les experts, aucun des avocats, aucun membre de la famille de Ricat Madougou n'a rencontré un quelque expert des Nations Unies. Tout juste pour préserver la crédibilité de cette institution-là qui a un caractère international en matière de détention arbitraire. Donc, c'est pour vous donner une idée déjà du sérieux de cette institution-là de protection des droits de l'homme. Nous avons estimé qu'à partir du moment où Mme Madougou a été condamnée sur la base d'une accusation aussi grave que le financement du terrorisme, il était important qu'un arbitre, à équidistance de toutes les parties, se saisisse de la même question et apprécie les pièces des uns et des autres, pour dire si effectivement le mandat d'amener décerné par le procureur spécial de la criette est fondé en droit, pour dire si effectivement Mme Madougou ne méritait pas d'être mise sous contrôle judiciaire alors qu'elle a offert des garanties de représentation, pour dire s'il était normal que Mme Madougou soit arrêtée dans ces conditions alors qu'elle était candidate d'un parti politique en plein exercice de ses droits civiques et politiques, pour dire si la détention de Mme Madougou et in fine sa condamnation à 20 ans est conforme au pacte international sur les droits civils et politiques au regard des pièces que nous détenions et au regard des pièces contenues dans le dossier judiciaire et auxquelles nous avons pu avoir accès. Alors, il est important aussi de préciser que le groupe de travail des Nations Unies, qui est une institution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, regroupe tous les pays membres
des Nations Unies. Mais à l'époque actuelle, ce ne sont pas tous les pays qui figurent au sein du comité même des droits de l'homme des Nations Unies. Je vais dire, c'était un concours de circonstances, mais heureux pour nous, pour renforcer le crédit de cette décision. Vous avez appris qu'en 2021, le Bénin a été élu comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, ce qui veut dire que le Bénin était au fait de tout ce qui pouvait être fait dans le sens de défendre sa position sur le dossier de Madame Madougou. Et donc, quand nous avons saisi la Cour et le groupe de travail, autant pour moi, à partir de la base d'un recours, notre requête a été communiquée à l'État béninois. L'État béninois avait un délai de 2 mois pour produire ses observations en réponse avec les preuves, notamment des preuves écrites, des procès-verbaux, des audios, des enregistrements, toute forme de preuve pouvant justifier une affirmation est admissible devant le GTDA. Donc le gouvernement béninois avait la possibilité de produire tous ces éléments-là dans le délai de 2 mois. Le groupe de travail a reçu les observations de l'État béninois. Vous savez, comme la procédure est foncièrement contradictoire, rien ne se fait à l'insu de l'autre. Donc, le groupe de travail nous a communiqué les observations de l'État béninois et nous a donné, au lieu de 2 mois, seulement 2 semaines. À nous. Nous a donné 2 semaines pour réagir sur les observations de l'État béninois. Nous avons dû vraiment mettre ces 2 semaines à profit et nous avons apporté nos éléments complémentaires sur la situation de la détention de Mme Madougou. La session du Conseil des droits de l'homme qui a permis au groupe de travail de se prononcer le 31 août 2022, de façon publique, les experts ont présenté leur dossier, ont statué et ont conclu que 1. Le gouvernement du Bénin n'a fourni aucune preuve, aucun procès verbal de témoignage, aucun échange téléphonique, aucun autre document à l'appui de cette déclaration quant à l'implication présumée de Mme Madougou dans un quelconque projet d'assassinat politique. C'est ce qui est dit dans l'avis numéro 51-2022. Mais le GTDA est allé plus loin pour dire que le GTDA ne s'est pas substitué aux juridictions béninoises pour faire à la place de la justice béninoise, pour faire le travail de la justice béninoise à sa place. Mais plutôt, elle s'est basée sur les affirmations de chacune des parties pour savoir si il y a eu détention arbitraire ou pas. Or, déclarer qu'une personne est en détention arbitraire ou pas relève effectivement du mandat du groupe de travail et des Nations Unies. Donc, à partir de cet instant où vous avez un avis auquel le gouvernement béninois a été intimement associé, vous avez un avis d'une institution qui est celle du Conseil des droits de l'homme, auquel dont est membre le gouvernement béninois, ça veut dire en principe que le gouvernement béninois, participant à la procédure, se met dans les bonnes dispositions pour tenir compte de l'avis du GTDA. Parce que j'aurais pu comprendre. Pour aller plus vite, oui. C'est quoi l'avis, le résumé de l'avis? Qu'est-ce que ce groupe de travail a conclu finalement? On peut résumer l'avis du GTDA en 3 points. D'abord, compte tenu de la situation dans laquelle Mme Madougou a été arrêtée, le groupe de travail a demandé que Mme Madougou soit libérée immédiatement et sans condition. Une libération immédiate et sans condition au regard de la situation de son arrestation arbitraire
et au regard des conditions de la violation de ses droits civils et politiques. L'avis demande en plus que Mme Madougou bénéficie d'une indemnisation, c'est-à-dire femme politique, ancienne ministre, consultante internationale, elle a subi d'énormes préjudices, aussi bien matériels que moraux, puisque son honorabilité a été gravement entachée par cette situation d'arrestation arbitraire et ça la met en difficulté par rapport à ses partenaires internationaux, les institutions internationales avec qui elle avait des projets à venir. Tous ces projets-là ont été mis en stand-by et ne peuvent pas être repris si son casier judiciaire n'était pas, comment on appelle ça, lavé en griffe. Voilà. Donc, tenant compte de toutes ces situations, il a été demandé qu'elle soit indemnisée. Ce qui veut dire, en quelque sorte, que cette indemnisation-là n'est pas seulement une indemnisation matérielle, mais qu'elle soit restituée dans ses droits. Dans ses droits. Donc, l'indemnisation peut prendre plusieurs formes. Oui, mais... Plusieurs formes. Oui. Mais je n'ai pas fini. En plus, pour voir dans quelles conditions, je peux dire que le groupe de travail a été choqué par cette violation assez flagrante des droits civils et politiques, il a été demandé au gouvernement béninois d'ouvrir une enquête indépendante. Une enquête indépendante pour déterminer les conditions de cette arrestation arbitraire et de prendre des mesures contre les différents responsables de cette détention ou sinon de cette arrestation détention arbitraire qui en est suivie. Alors, donc, vous convenez avec moi que partant de ces conclusions du groupe de travail, l'avocat que je suis, avec mes confrères, nous ne pouvons que demander, même si l'indemnisation peut venir après, même si l'enquête indépendante peut venir après, nous ne pouvons que demander à tout le moins la remise en liberté sans condition de Mme Madougou. C'est déjà ça le minimum auquel le gouvernement béninois doit pouvoir se plier. Donc, s'il vous plaît, apparemment. Quel est le poids de cette décision-là sur le gouvernement? C'est ta vie. C'est ta vie du groupe C'est de le travail. gouvernement. Oui, vous savez, je pourrais vous retourner la question. Quel est le poids d'une décision de justice ou le poids d'une décision même politique sur le gouvernement? Parce qu'un État, c'est d'abord ce qui constitue un État, c'est un gouvernement, c'est une population, et puis c'est une géographie, un territoire. Mais ce qui caractérise un État, c'est d'abord la force publique. C'est d'abord la... Oui, si je comprends bien la question de mon confrère, c'est de savoir quel type de faisceau de pression dispose aujourd'hui ce groupe de presse, en l'occurrence des Nations Unies, pour demander au gouvernement béninois d'avoir à respecter son avis. Je peux vous renvoyer à l'avis. Parce que l'avis, justement, a donné un délai de 6 mois au gouvernement béninois pour mettre à exécution cette décision. C'est passé déjà les 6 mois. Non, les 6 mois ne sont pas encore passés. Ah, ça fait combien de temps? Parce que justement, nous tenons compte pas de la date à laquelle la décision a été rendue en interne, c'est-à-dire le 31 août, mais plutôt de la date à laquelle elle a été rendue publique. Elle a été rendue publique le 7 novembre. 7 novembre. Oui, le 7 novembre 2021. C'est bien ça? Oui, non, 2022. Elle a été rendue publique le 7 novembre 2022. Et nous l'avons reçue de la même façon à laquelle nous avons saisi le GTDA, c'est-à-dire dans nos boîtes mail. Vous voyez, évidemment, ce sont des recours authentifiés, ce sont des décisions authentifiées. Et il est demandé au gouvernement de prendre les mesures dans un délai de 6 mois pour mettre à exécution cet avis-là. Donc, au cas où le gouvernement ne se conformerait pas à cet avis, quelles sont les conséquences? Vous savez, il serait pour moi un peu précipité de me substituer au gouvernement béninois quand à dire que le gouvernement béninois n'exécuterait pas cette décision. Parce que je ne vois aucune motivation,
qu'elle soit juridique ou politique, qui permettrait au gouvernement de ne pas exécuter cette décision. Bon, j'ai une Parce question. que c'est quoi le Bénin, c'est d'abord un état de droit, a priori. C'est un état de droit. Le Bénin a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Bénin est un membre à part entière des Nations unies. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bénin est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Donc, ce serait se désengager de ces instruments auxquels le Bénin est parti que de refuser de mettre à exécution un avis du GTDA. On pourrait être mis au banc des nations qui foulent aux pieds le droit international si on ne s'engageait pas dans le sens recommandé par l'avis. Parce que le groupe de travail a demandé aux différentes parties, que ce soit au Bénin et au gouvernement béninois, qu'aux avocats, de lui rendre compte sur les difficultés éventuelles qu'elle rencontrerait pour mettre à exécution cet avis-là. Ça veut dire que le groupe de travail n'a pas fait que rendre un avis. Ça veut dire que le groupe de travail compte suivre la mise à exécution. De votre position, est-ce que le gouvernement béninois a émis une quelconque réserve par rapport aux difficultés qu'il pourrait avoir pour faire exécuter cette décision? Je pense que c'est plutôt vous, monsieur le journaliste, qui pouvez nous dire si le gouvernement a émis quelconque réserve, puisque vous êtes mieux renseigné que nous. Pour ce que je sais, c'est que aucun officiel du gouvernement ne s'est prononcé sur les implications de cet avis-là. Donc, nous osons croire que pour le temps qui reste pour la mise à exécution. Il reste combien de temps? Bientôt 2 mois. Oui, il va rester bientôt 2 mois si on tient compte si on commence à computer à partir du 7 novembre, nous sommes quasiment à pratiquement 2 mois de l'expiration du délai. Pourquoi avoir survolé les instances africaines pour remonter directement à l'ONU par rapport à votre recours? Il n'y a pas d'instruments continentaux qui puissent quand même connaître de cette affaire que d'aller directement aux États-Unis? C'est un choix. Pourquoi ce choix? Oui, parce que d'abord parce que c'est un choix. C'est un choix stratégique, c'est un choix d'efficacité. Vous savez, on a voulu être plus efficace, on a voulu être technique, mais on a voulu se retrouver devant une institution dont la crédibilité ne pouvait pas être mise en cause par l'État béninois. Nous aurions pu aller devant la Cour africaine des droits de l'homme, nous aurions pu aller devant la Cour de justice de la CEDEAO, mais le Bénin n'est plus membre, par exemple, de la Cour africaine des droits de l'homme. Le Bénin s'est retiré. Donc, nous avions une marge de manœuvre assez réduite par rapport à la Cour africaine des droits de l'homme. Pour aller devant, nous aurions pu aussi aller devant la Cour de justice de la CEDEAO, mais nous avions créé une lenteur procédurale qui aurait pu impacter négativement sur l'efficacité de la procédure. Voilà pourquoi nous avons saisi l'opportunité du groupe de travail de la Nations Unies. La candidate Rekiat Madougou, ancienne ministre, votre cliente, elle est en détention, mais visiblement, on ne voit pas son parti politique, en l'occurrence le parti des démocrates, donner de la voix contre cette détention. Vous, avocat, vous n'êtes pas politique, quel effet cela vous fait? Vous savez, ce serait aller vite en besoin que de dire que le parti, les démocrates, ne fait rien. Donc, il ne fait pas grand-chose. Bon, ça c'est vous qui le dites. Moi, vous avez bien fait aussi de dire que je suis avocat et que je ne suis pas politique. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux au niveau des instances du parti Les Démocrates. Même s'il est vrai que je suis aussi concomitamment l'avocat du président d'honneur du parti Les Démocrates, nous abordons la situation de la détention de Mme Rekiat Madougou ensemble avec le président Boni Yayi, et je vais dire que je ne serai pas honnête en disant que le président d'honneur du parti Les Démocrates ne fait rien pour que la situation de la détention arbitraire de Mme Madougou prenne fin. Oui. Il y a une autre politique, je veux parler de Bertin Corbie, qui la dernière fois dans ses chroniques souhaitait une solution politique à cette affaire judiciaire.
Quelle est votre position par rapport à ça? Je l'ai toujours dit. J'estime que à partir du moment où Mme Madougou s'est retrouvée en détention pour des raisons politiques, je dis bien strictement politiques, la justice béninoise a été certes un rouleau compresseur, mais la justice béninoise s'est aplatie au profit du système politique. C'est un secret de polichinelle. Les exemples sont légion. Mais là n'est pas le problème. Parce que Dieu a permis que cette situation-là ne nous emporte pas. Dieu n'a pas permis plutôt que cette situation-là nous emporte, ou dans tous les cas, ces faits sont passés. Mais ces faits ont entraîné des conséquences majeures dans la vie de Mme Madougou et de sa famille. Les élections d'avril 2021 sont consommées. Le chef de l'État, Patrice Talon, a été réélu. Que reste-t-il? Il ne reste plus rien. Une solution politique. Forcément. Et vous mettez quoi dans une solution politique? Je ne suis pas politicien. Les politiciens sont mieux placés pour trouver la formule. Et vous avez adhéré à ça. Ça veut dire que mais vous avez un peu la quintessence. J'ai adhéré à cela parce que nous avons pu démontrer que ce sont des raisons politiques qui ont concouru à l'arrestation de notre cliente. Et par conséquent, une solution politique. La classe politique tout entière, de toute obédience confondue, que ce soit de la mouvance que de l'opposition, puisque Mme Madougou, en tant que ministre, a des amis dans tous les bords politiques, aussi bien au sein de l'opposition qu'au sein des partis de la mouvance présidentielle. Et la politique, je ne dirais pas que c'est un jeu de ruse, mais ce sont des épreuves où l'on fait tout pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Quand on crée un parti politique, l'objectif principal de l'existence d'un parti politique, c'est de rechercher les voies et moyens par lesquels on peut conquérir le pouvoir et l'exercer. Oui. Comme voie et moyens pour régler un problème politique, du moins politiquement, le chef de l'État récemment s'est vu gratifier d'une loi qui lui permet de sortir qui il veut des liens de la justice. Est-ce que c'est une aubaine pour vous? D'abord, est-ce que nous avons la preuve que cette loi a été prise pour X ou pour Y? Parce que une loi, c'est classique, hein, les caractéristiques d'une loi. Une loi, d'abord, a vocation d'être impersonnelle, d'être générale et d'être impérative. Ça veut dire quoi? Qu'une loi ne peut jamais être prise pour régler une situation particulière, et une fois qu'elle est réglée, on la met au placard. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'en soi, c'est une aubaine pour nous. Et sinon, je pense que si c'était vraiment une aubaine pour Mme Rekiat Madougou, je pense que on aurait pu procéder autrement. Encore que cette décision, cette loi qui vient modifier le code de procédure pénale et le compléter, demande à toute personne qui le voudrait de saisir le président de la République aux fins de suspension de l'exercice de sa peine. Autrement dit, un recours gracieux. Oui, c'est un recours gracieux qui est laissé à la libre discrétion du chef de l'État. Mais sur la demande du demandeur. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça pour ne pas frustrer ou bien pour ne pas être mal compris. Est-ce que la grâce présidentielle a besoin que l'on introduise une demande? Parce qu'il y a une loi sur la grâce présidentielle. Mais je veux juste savoir, je suis devant un homme de droit, pourquoi, alors même que cette grâce présidentielle existe, pourquoi recourir encore à une... Oui, c'est là mon interrogation. C'est-à-dire, il existe déjà des mécanismes, des instruments juridiques pour régler politiquement cette situation. Donc, je ne dirais pas que cache cette volonté ou cette exigence d'attendre d'un individu condamné qu'il fasse ou qu'elle fasse, c'est une personne, qu'elle fasse une demande de suspension de peine. Est-ce que ce n'est pas reconnaître que la décision qui l'a condamné est une décision juste?
Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça? La loi est déjà là, la requête, elle est plausible. Pourquoi vous ne saisissez pas cette main tendue du pouvoir en place? Oui, déjà parce que je ne suis pas le condamné. Je suis le conseil. Quand je recevrai, comment on appelle ça, le mandat de ma cliente pour faire cette demande, je Mais vous voyez souvent votre cliente. Je la vous vois. son état d'âme. Je la vois. Est-ce qu'elle est disposée à je la vois toutes les semaines. Oui. Je la vois toutes les semaines, moi-même 2 fois par semaine. C'est vrai que c'est éprouvant. Nous en avons discuté quelques fois. Il faut que j'ai l'honnêteté intellectuelle de le dire. Et c'est quoi sa position? Sa position, je la garde pour moi. Ah non, vous la devez au peuple béninois. Oui. Le peuple n'a pas assez à Mme Madougou directement. Il n'y a pas de moment où il a assez à vous. Vous lui devez cette vérité. Oui, la vérité, c'est que je pense que, c'est-à-dire, la question que nous nous posons aujourd'hui, quel est l'intérêt, quelle est l'opportunité de cette loi, alors que le gouvernement a déjà reçu un avis de mise en liberté immédiate sans condition de règlement. Quelle est l'opportunité? Pourquoi on insiste? Pourquoi on fait quasiment pression? Qu'on attend que Mme Madougou, je vais dire à la limite, s'humilie, fasse une demande de mise en liberté, alors qu'il y a un avis d'une institution mondiale crédible en matière des droits de l'homme qui dit qu'il faut la mettre en liberté. Donc, notre position n'est pas une position politique, c'est une position technique juridique. Cette loi, si elle devrait profiter à Mme Madougou, elle est inopportune. En fait, en plus, je vais vous situer dans le temps et vous verrez avec moi. Je ne voulais pas le dire, mais vous verrez avec moi. Le contexte dans lequel cette loi a été prise, elle a été prise à un moment donné. Je crois entre septembre et octobre 2022. Je vous avoue que lorsque j'ai été informé par des canaux officieux, mais officiels quand même, que cette loi viendrait et pourrait peut-être, probablement, parce que j'ai suivi le porte-parole du gouvernement d'un point de presse, dit que oui, Mme Madougou et M. Joël Aïvoire sont par ailleurs ses amis, et si d'aventure ils estiment qu'ils peuvent saisir cette opportunité, cette loi-là pourrait leur bénéficier. Nous étions entre septembre et octobre. Le 21 septembre. Le 21 septembre. 2022. Le 21 septembre. Oui, c'est la mémoire de la maison. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'à cette date-là, le gouvernement béninois ne savait pas que l'avis du GTD avait été déjà rendu? Puisque l'avis du GTD a été rendu le 31 août. Le gouvernement béninois étant membre du Conseil des droits de l'homme, ayant un représentant au sein du Conseil des droits de l'homme, avait déjà l'information de l'avis du GTD avant nous-mêmes les avocats. Nous ne savions pas que le GTD avait déjà rendu une décision. Est-ce que le gouvernement ne pouvait pas prendre cet avis-là, prendre cette décision avant que l'avis ne soit rendu public? Mais justement, c'est ce qui nous intrigue. Pourquoi le gouvernement n'a pas pris le devant, n'a pas anticipé en prenant une telle loi avant que le groupe de travail des Nations Unies se prononce et attendu le prononcer de l'avis avant de prendre cet avis? Ça veut dire quoi? Très bien. Est-ce que les Béninois veulent savoir? Ça veut dire quoi? Que le groupe de travail aurait pu rendre un avis favorable au gouvernement. Donc le gouvernement avait espoir que le groupe de travail rende un avis pour déclarer la détention de Mme Madougou non arbitraire. Mais si nous étions dans ce cas de figure, je serais le premier à demander à Mme Madougou, nous n'avons plus de choix. Les recours internes étant épuisés, les recours internationaux ayant échoué, nous n'avons plus le choix. Moi, sans même votre mandat, je saisis le chef de l'État pour une suspension de paix. Merci, maître. Je vais aller directement dans le sujet de notre entrevue. Des conditions de détention de Ricard Madougou. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Merci de me poser la question, mais je crois que
c'est quand même assez regrettable. C'est quand même assez regrettable. Pour ceux qui ont eu la chance de voir Madame Madougou, quand elle reçoit des visites, au moment où elle avait la possibilité de recevoir ces visites, je crois que ce n'est pas digne de notre administration carcérale. Madame Madougou reçoit ses visites debout. Sauf quand il s'agit de recevoir ses avocats, il y a un box affrété spécifiquement pour ça. Mais en dehors des avocats, Madame Madougou reçoit les visites de sa maman, les visites de ses frères et sœurs, les visites de quelques amis, même de ses enfants. Elle est debout, elle est arrêtée sous la surveillance auditive et visuelle de policiers. Pendant que, au moment où elle parle, des co-détenus, d'autres visiteurs passent et écoutent ce qu'elle dit avec ses enfants. Ce qu'elle dit avec sa famille. Ce qu'elle dit avec sa famille. On parle d'une ancienne ministre de la Justice. On parle de Madame la ministre de la Justice qui a signé la loi portant le code de procédure pénale du Bénin. Allez remonter dans l'histoire judiciaire du Bénin. Sous Madame Madougou, en tant que ministre de la Justice, les magistrats ont vu leurs conditions nettement améliorées. Je dis bien nettement améliorées. Oui, voilà la situation. Oui, mais permettez-moi de faire ce rappel-là pour dire que la condamnation d'une personne ne veut pas dire que cette personne-là doit devenir un paria. Quand vous avez la mission de garder cette personne-là, et surtout que cette personne-là a été à un moment donné de votre carrière professionnelle, votre premier responsable, vous lui devez un minimum d'égard. Parce que pendant que Madame Madougou reçoit sa famille, ses parents debout, d'autres détenus reçoivent eux leurs parents dans de meilleures conditions. En la matière, est-ce qu'il y a une autorité à laquelle vous allez vous fier pour rendre sa détention, son séjour carcéral plus normal? Je ne me soucie pas de son séjour carcéral, je me soucie de la libération immédiate de Rekiat Madougou. Parce que il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Et je le lui dis à Madame Madougou. Je dis, je ne veux pas me perdre en conjecture à me plaindre de votre condition de détention. Mais ici, demain, on vient vous mettre dans une chambre climatisée, avec télé, avec radio, avec un téléphone à votre disposition. Et on commence à dire, oui, elle est la mieux gardée, elle est détenue dans les meilleures conditions qui existent au Bénin. Alors que vous aurez passé le clair de votre temps à vous plaindre de vos conditions de détention. C'est débile. Donc je dis, certes, ce n'est pas accessoire. Ce n'est pas accessoire, mais je dis, même si on ne veut pas libérer Rekiat Madougou immédiatement, il faut qu'on la traite humainement, avec dignité, avec le minimum d'égards qui est dû à son rang d'ancienne ministre, d'ancienne garde des Sceaux. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que nous demandons. Parce que les moyens existent. Nous voyons des traitements qui sont faits à d'autres détenus dans les prisons du Bénin. Je ne cible pas particulièrement la prison civile de Mincérité. Je dis, ce serait déjà faire preuve d'humanisme. Ce serait déjà faire preuve de, je veux dire, de hauteur. Parce que Madame Madougou, nous l'espérons vivement qu'une décision politique permettra sa libération pour qu'elle puisse reprendre l'exercice de ses droits civils et politiques, pour qu'elle puisse reprendre l'exercice de ses activités professionnelles en tant que consultante internationale.
Qui vous dit que Madame Madougou, quand elle va sortir, elle n'a pas envie de se consacrer uniquement à son travail? Qui vous dit que quand elle va sortir, elle n'a pas envie de continuer le combat politique? Ça, c'est elle seule qui le sait. Moi, je ne le sais pas. Oui, une dernière question. Mais pourquoi veut-on qu'elle sorte et qu'elle se taise à jamais? Parce que justement, la condition pour pouvoir bénéficier de la loi portant suspension de peine, je reviens là-dessus, c'est que, à la discrétion du procureur spécial, même si vous avez bénéficié de cette loi de suspension de cette peine, à la discrétion, je dis bien à la discrétion du procureur spécial, on peut vous reprendre un beau matin et vous... Autrement dit, une loi code de cour. Oui, si vous pouvez le qualifier ainsi, mais moi je pose les faits. C'est-à-dire, on essaie ensemble de disséquer la loi. C'est-à-dire, or, dans le contexte de Mme Madougou, la personne qui l'a arrêtée, c'est le procureur spécial. C'est lui qui l'a arrêté sur la base d'un mandat d'amener, alors qu'il ne l'avait jamais convoqué auparavant. Et on dit qu'elle va sortir grâce à une mesure du chef de l'État, mais que le procureur spécial, du jour au lendemain, peut décider d'aller la chercher chez elle et la ramener à l'ICRT. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une suspension de peine? Mais pas grosso modo. Si l'État béninois n'accède pas à l'avis du groupe de travail des Nations Unies, qu'allez-vous faire? D'abord, je ne suis pas à la place du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Et vous avez lu sur eux? Ah oui. Ils doivent avoir des moyens coercitifs. Non, moi, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas membres du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Nous ne les avons jamais rencontrés. Ils nous ont demandé de les informer de la situation de Mme Madougou, de leur donner des informations sur la volonté ou pas du gouvernement de mettre en application l'avis. C'est ce que nous allons faire. Mais nous espérons ne pas avoir à le faire. C'est-à-dire que nous espérons que l'État béninois, parce que je ne veux pas systématiquement renvoyer cela à la charge exclusive du gouvernement, il y a plusieurs institutions de contre-pouvoir au Bénin qui peuvent aussi contribuer à la mise en liberté de Mme Madougou. Donc, nous espérons que l'État du Bénin prendra la mesure de la situation pour parvenir à sa mise en liberté. Oui. Quand vous vous rasez le matin, que vous regardez dans la glace, concernant le cas de Madougou, vous vous dites que dans 2 mois, il va sortir. N'est-ce pas? C'est pour ça que je suis avocat. Merci. Mettre un dernier mot à l'endroit de ces Béninois-là qui rêvent de voir du jour au lendemain le leader en liberté. Déjà, particulièrement à l'endroit de certaines personnes dont je ne voudrais pas citer les noms, c'est un remerciement. Parce que, comme ils n'ont pas accès à Mme Madougou, je reçois beaucoup d'appels, des messages de soutien, des messages d'encouragement au profit de Mme Madougou. Il y a des personnes aussi qui, par ma voix, lui adressent des lettres d'encouragement et des prières aussi, de la lecture, beaucoup de lecture. À toutes ces personnes-là, au nom de Mme Madougou, je voudrais leur adresser ces remerciements et leur dire que c'est une situation carcérale qui n'est pas facile, surtout pour une femme qui a, durant de Mme Madougou, mais elle vit cette situation avec beaucoup de dignité et elle sait que la prière des personnes qui la portent dans leur cœur l'accompagne et que elle espère véritablement les retrouver pour ensemble fêter sa libération par la grâce de Dieu et aussi par ma voix, puisque avant que je ne vienne sur votre plateau, j'ai eu son accord de principe pour le faire. Madame Madougou, je ne dirais pas que c'est une nouvelle personne avec qui je discute, mais
Madame Madougou est une autre femme aujourd'hui. C'est une autre femme aujourd'hui parce que déjà quand vous lisez les textes qu'elle produit par mon biais, par le biais de certains acteurs, certains journalistes, vous voyez qu'elle est à fond dans la prière, dans les Saintes Écritures. Elle est à fond dans la prière, dans les Saintes Écritures, pour dire que la dimension spirituelle l'aide beaucoup dans cette épreuve-là. Et donc, c'est peut-être ce qui fait que elle tient encore après 2 ans, comme si c'était hier qu'elle a été placée en détention. Maître, merci de nous avoir reçus, d'avoir partagé toutes ces informations avec le public. Et ça fera plaisir à tout un chacun d'avoir au moins toute une petite information sur cette dame-là, tout ce qu'elle vit du côté de Miss Rété. Ce vendredi, ça fera 2 ans, nous espérons qu'une nouvelle ère commencera. De la prison à la présidence, nul ne le sait, seul Dieu décidera. Merci, maître.